In short, we may have a society in which robots will drift away from total metal toward the organic, and human beings will drift away from the total organic toward the metal and plastic, and that somewhere in the middle, they may eventually meet. Nous vivons avec cette impression étrange d'être toujours en retard, comme si chaque jour était une liste qui ne se termine jamais, des tâches nécessaires mais répétitives et qui dérobent minute après minute ce que nous avons de plus précieux, notre attention. On s'habitue à ce bruit de fond, à cette obligation d'être toujours occupé pour exister. On a fini par oublier ce que le mot temps signifie vraiment, quand il n'est pas découpé en tâches à accomplir. Pourtant, au milieu de ce tumulte, une petite voix nous demande « Et si on pouvait déléguer l'ordinaire ?» On a commencé à rêver d'une intelligence qui pourrait prendre en charge le poids du quotidien à notre place. Par soif de liberté, peut-être. Pour que l'esprit n'ait plus à se soucier de la logistique, de la répétition des efforts. Pour retrouver cet espace vide où naissent les poèmes, les idées, les projets. La robotique, au fond, c'est peut-être une tentative la plus sophistiquée de l'humanité de s'offrir ce luxe qu'on pensait avoir disparu. Celui de devenir de simples rêveurs. Mais reprenons tout dans l'ordre. Un jour, dans une usine, un robot s'est levé. Il n'a pas demandé d'augmentation, il a juste commencé à travailler. Ce moment, ce n'est pas une révolution qui tombe du ciel. C'est l'aboutissement d'un rêve vieux de plusieurs millénaires. Parce que bien avant l'informatique, bien avant l'électricité, l'humanité a déjà voulu créer un être à son image. Il faut qu'on remonte à la Grèce antique. Les robots, ça commence pas dans les laboratoires, mais dans les mythes. Dans la méthodologie grecque, Héphaïstos forge des serviteurs en or capables de penser. Talos, un géant de bronze, protège l'île de Crète. Ce ne sont pas des machines, ce sont des fantasmes. L'humain peut faire obéir la matière. Et le XVe siècle, 1495, Léonard da Vinci crée un chevalier mécanique capable de tourner la tête, bouger les mains, s'asseoir. Ce n'est pas un robot au sens moderne, mais c'est une déclaration de l'intention. L'homme peut se reproduire mécaniquement, ou du moins il en a très envie. Pendant des siècles ensuite, on ne crée toujours pas d'intelligence artificielle, mais on commence à être très bon pour fabriquer des corps mécaniques, notamment avec des grenages et des leviers. L'humanité a encore très peu de réflexion sur la manière de rendre ces corps mécaniques autonomes, jusqu'à un moment radical, 1801, à Lyon. Mais qu'est-ce qu'on a en commun une veste en tissu jacquard et une puce d'ordinateur ? Eh bien, pas mal de choses. En 1801, Joseph-Marie Jacquard invente un métier à tisser. Précisément, c'est une machine qui permet de faire des motifs par le biais du tissage même, sans imprimer ou sans broder. Concrètement, Joseph-Marie Jacquard arrive avec une idée simple mais géniale. Séparer la machine de ce qu'elle exécute. C'est quelque part une naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui le logiciel. Avant Jacquard, la machine faisait toujours la même chose. Si tu voulais changer le motif, il fallait démonter la machine, la reconstruire, changer de sa mécanique. Avec le métier à tisser de Jacquard, on n'a plus qu'à changer une série de cartes perforées, en gros des cartons troués qui servent de programme. La machine ne comprend rien, certes, mais elle exécute exactement ce que le programme, donc ces cartes perforées, lui disent. C'est d'ailleurs pour la première fois dans l'histoire que le comportement de la machine n'est plus codé dans sa mécanique, mais il est abstrait, transportable et modifiable. Quelque chose de fondamental naît. L'obéissance programmable. Et les conséquences sont énormes. À Lyon, les ouvriers, qui s'appellent les canuts, se révoltent en 1831 et 1834 parce qu'ils comprennent très vite que cette machine ne va pas seulement aider, mais elle va remplacer des savoir-faire humains. On peut le comprendre. Imaginez une technologie débarque aujourd'hui et fait une certaine partie de votre travail, parfois même mieux que vous. Juste imaginez. D'où vient ce mot robot ? En 1920, un écrivain tchèque, Karel Čapek, invente le mot robot. Il vient du tchèque robota, qui signifie travail forcé. Dès le départ, le robot n'est pas un ami, mais c'est un travailleur artificiel conçu pour servir, pour être une prolongation, une extension de la productivité humaine. Il utilise ce terme pour sa pièce RER, pour désigner des êtres biologiques simplifiés, créés pour être des esclaves. Dans la pièce, ils finissent par exterminer l'humanité.
En 1939, à la World's Fair à New York, un humanoïde à 2 mètres est présenté. Il bouge, il parle, il fume une cigarette. Ce n'est pas un robot intelligent, c'est un automate télécommandé. Mais il ressemble à un humain et cela suffit pour fasciner les foules. Très vite, on s'aperçoit que le cerveau c'est compliqué, mais le corps humain, il est tout aussi difficile à reproduire. En 1973, au Japon, l'université Waseda crée un humanoïde qui s'appelle Vabot 1. C'est donc le premier robot humanoïde qui marche lentement, qui fait des mouvements qui ressemblent plus ou moins à ceux de l'homme. Puis, dans les années 80-90, l'entreprise japonaise Honda développe une lignée de robots bipèdes culminant avec Asimo en 2000, capable de monter des escaliers, de courir ou de saluer. Mais chaque mouvement est préprogrammé et le monde réel reste trop chaotique pour être scripté proprement. Spoiler, même aujourd'hui avec l'IA, on ne sait toujours pas adapter un robot au monde réel. Le nom du robot Asimo n'est pas anodin. On soupçonne naturellement le lien avec Isaac Asimov, figure clé dans la robotique. It seems to me that as robots become continually more advanced, that people will not try to keep it entirely a matter of metal and electrons. That there will be cases in which attempts will be made to make use of the very great flexibility and miniaturizability of organic living tissue. Une petite parenthèse pour parler de ce personnage. Isaac Asimov est né à l'ancien URSS et il a immigré aux États-Unis en 1923 pour travailler en tant que professeur de biochimie. Il travaille pendant la Seconde Guerre mondiale pour l'armée américaine et en parallèle de ça, il écrit une quantité énorme d'ouvrages, plus de 500, notamment dans le domaine de la science-fiction où il parle beaucoup des robots. En 1940, il invente le terme même robotique et les fameuses 3 lois de la robotique. Ces lois, d'ailleurs, ils sont toujours d'actualité et ils sont souvent évoqués dans les débats sur l'intelligence artificielle et l'interaction entre la machine et l'humain. Dans ces ouvrages, dans ces projections, dans ces réflexions sur l'avenir, ce qu'il craignait, ou en tout cas ce qu'il anticipait, c'est véritablement l'incarnation d'une intelligence similaire à celle des humains dans un corps métallique. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. Pendant longtemps, on a gardé l'intelligence artificielle en cage. L'IA est un pur esprit, des lignes de code cachées dans des serveurs refroidis à l'azote. Il est capable de battre le champion du monde d'échecs, d'écrire un poème, mais complètement incapable de ramasser une tasse de café sans la briser. Avec la robotique, l'IA trouve son corps. Et ce qui va se passer maintenant ne ressemble à rien de ce que l'humanité a connu jusqu'ici. Bienvenue à l'ère de l'intelligence artificielle incarnée, l'ère des humanoïdes. En 2013, Boston Dynamics, une entreprise leader dans le domaine de la robotique, présente Atlas, le robot qui glisse, tombe, se relève, nous montrant qu'on peut entraîner un corps mécanique à apprendre par lui-même, sans coder chaque geste. Ce moment est en tournant car il marque le début de la robotique par apprentissage et non par l'ingénierie pure. Dans les années 2020, Tesla présente Optimus, puis Figurae. Ces robots sont conçus pour apprendre directement des gestes des humains, grâce à des caméras et des capteurs sophistiqués intégrés dans les robots. Vous voyez Figurae est en train de faire un café avec une machine à capsule. Ça a pris 10 heures pour apprendre le robot à faire ce geste. Donc, les choses ne sont pas si simples que ça. Janvier 2026, CES, Consumer Electronics Show à Las Vegas. Ce salon technologique est l'un des plus reconnus, des plus anciens au monde. Et cette année, c'est clairement les humanoïdes qui ont volé la vedette. Boston Dynamics, désormais contrôlé par le groupe Hyundai, présente son nouveau Atlas. Il est pensé pour un usage industriel. Peut-être pour la première fois. Beaucoup moins de pièces complexes, des composants pensés pour la production de masse et même une résistance à l'humidité. Concrètement, Atlas peut porter environ 50 kg, fonctionner dans des températures de -20 à +40. Autrement dit, du congélateur à l'entrepôt surchauffé. Et le détail qui change tout, il est capable de remplacer sa propre batterie lui-même en moins de 3 minutes. Ce qui veut dire qu'il peut travailler en continu jour et nuit. Mais ce qui est vraiment fou, c'est que pour la première fois, ce robot est vraiment
vraiment conçu pour le monde de travail. Hyundai et Boston Dynamics l'ont officiellement désigné comme un produit commercial et ont annoncé que la commercialisation commencera déjà en 2028. Honnêtement, beaucoup plus tôt que ce que je pensais. L'autre robot qui m'a littéralement bluffé, c'est Dynamis de Loom Surgical, également présenté au salon. C'est un robot médical commercial certifié par FDA et déjà utilisé au quotidien en milieu clinique. Techniquement, Dynamis est une plateforme chirurgicale robotisée à plusieurs bras, conçue spécifiquement pour des tissus cardiaques et la chirurgie de la colonne vertébrale. Résultat, le robot maintient une précision inférieure à 1 millimètre et honnêtement, c'est une dinguerie. De plus en plus d'entreprises se mettent dans la robotique. Par exemple, Amazon a créé un laboratoire en 2025 où les chercheurs travaillent précisément pour créer un humanoïde capable d'apprendre par lui-même et assister les humains au quotidien. En regardant tout ça, moi je trouve que c'est une dinguerie et si tout se passe bien, on aura probablement bientôt beaucoup de temps libre.